Le 31 janvier 2013, une jeune Canadienne de 21 ans disparaît du Cecil Hotel à Los Angeles. Son corps sera retrouvé 19 jours plus tard dans une cuve d'eau sur le toit de l'hôtel. L'affaire Elisa Lam est depuis lors l'une des affaires les plus discutées d'Internet. Elle a généré des dizaines de millions de vues. Des théories criminelles, paranormales, complotistes, une série Netflix et beaucoup de bruit autour de très peu de certitudes. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est l'inverse. Je vais m'en tenir aux faits établis, aux éléments matériels documentés, aux conclusions officielles et à leurs limites. Et si les sources se contredisent, je vous le dis. Parce que cette affaire mérite d'être relue à la lumière des documents disponibles, pièce par pièce. La question centrale n'est pas « a-t-elle été assassinée ?» La question centrale est plus difficile que ça. Elle est comment une jeune femme, seule, dont les antécédents psychiatriques étaient documentés, a-t-elle pu se retrouver dans une cuve d'eau fermée, sur un toit théoriquement réservé au personnel, sans que personne ne l'ait vue? Et pourquoi, 12 ans plus tard, les enquêteurs eux-mêmes n'ont jamais pu établir avec certitude ce qui s'est passé? Bienvenue dans cette enquête, et maintenant, direction le Cecil Hotel. Pour comprendre cette affaire, il faut d'abord comprendre l'endroit. Le Cecil Hotel ouvre ses portes en décembre 1924. Il est situé au 640 South Main Street, dans le centre de Los Angeles. 14 étages, style Beaux-Arts, lobby en marbre, vitraux, conçu pour accueillir des voyageurs d'affaires. Construit pour durer. Il dure en effet, mais pas comme prévu. La Grande Dépression des années 1930 frappe le quartier de plein fouet. Le Cecil ne retrouvera jamais ses clients d'origine. Il bascule vers une clientèle de passage, travailleurs précaires, migrants, personnes sans domicile stable. Le quartier suit le même mouvement. Ce qu'on appellera Skid Row, la zone de sans-abri la plus dense des États-Unis, se forme à quelques centaines de mètres. Le Cecil en devient une composante naturelle. Les décennies passent et avec elles, la réputation du Cecil se construit. Les suicides, les morts suspectes et les homicides s'accumulent. Parmi les affaires les plus connues figure celle de Richard Ramirez, le Night Stalker, auteur de 14 meurtres en Californie, qui y séjourne dans les années 80 alors qu'il est en pleine série criminelle. Dans les années 1990, Jack Unterweger, un tueur en série autrichien venu à Los Angeles sous couverture journalistique, y commet au moins 3 meurtres. Quand Elisa Lam pousse sa porte le 26 janvier 2013, elle entre dans un bâtiment dont la réputation est déjà construite, même si elle n'en sait probablement rien. En 2013, une partie de l'hôtel est commercialisée sous le nom Stay on May, une tentative de faire oublier la réputation du Cecil. La façade change, l'histoire non. C'est dans ce bâtiment qu'Elisa Lam arrive le 26 janvier 2013. Pour comprendre ce qui va suivre, il faut d'abord comprendre qui elle est. Elisa Lam naît le 30 avril 1991 à Vancouver, en Colombie-Britannique, Canada. Ses parents sont des immigrants de Hong Kong. Son nom cantonais est Lam Oye. Elle est étudiante à l'Université de Colombie-Britannique. Elle tient un blog Tumblr, actif depuis plusieurs années. Elle y écrit sur ses lectures, ses humeurs, ses projets. Elle y parle aussi avec une certaine franchise de sa santé mentale. Elisa souffre de troubles bipolaires et de dépression. Ce diagnostic est établi et documenté. Elle suit un traitement médicamenteux composé de plusieurs molécules, le Wellbutrin, Lamictal, Seroquel et Effexor. Ces médicaments ne jouent pas tous le même rôle. Le Seroquel est un antipsychotique utilisé notamment pour stabiliser l'humeur et traiter les épisodes maniaques. Le Lamictal est un stabilisateur de l'humeur. Le Wellbutrin et l'Effexor sont des antidépresseurs. Chez une personne atteinte de troubles bipolaires, la prise d'antidépresseurs sans un traitement suffisamment stabilisateur peut, dans certains cas, favoriser l'apparition d'un épisode maniaque. Celui-ci peut se produire par une agitation importante, une pensée désorganisée et une diminution de la perception du danger. Les analyses toxicologiques
montreront qu'Elisa avait bien pris ses antidépresseurs ce jour-là. En revanche, son taux de séroquel, particulièrement faible, peut évoquer un arrêt récent du traitement ou une prise irrégulière. Il est toutefois impossible d'affirmer, à partir de ces seuls résultats, qu'Elisa traversait effectivement un épisode maniaque. Cette interprétation repose sur les données médicales disponibles et demeure l'hypothèse clinique la plus étayée, sans constituer une certitude. Sa famille indique qu'elle n'a jamais tenté de mettre fin à ses jours. Un rapport mentionne toutefois qu'elle avait déjà été portée disparue à plusieurs reprises par le passé. Les circonstances exactes de ces disparitions n'ont jamais été détaillées dans les sources publiques disponibles. En janvier 2013, Elisa a 21 ans. Elle traverse une période difficile sur le plan universitaire. Elle a dû abandonner certains cours l'année précédente. Sur son Tumblr, elle a décrit cette période comme une rechute, une perte de repères. Quelques semaines plus tard, Elisa décide de partir seule sur la côte californienne. Un voyage qu'elle présente comme une parenthèse, un moment pour se ressourcer. Sur son blog, elle détaille son itinéraire. San Diego, Los Angeles, Santa Cruz, puis San Francisco. Ce voyage n'a rien d'improvisé. Il est planifié, annoncé et pleinement assumé. Elisa se déplace en train et en bus interurbain. Tout au long de son séjour, elle reste en contact quotidien avec ses parents, restés à Vancouver. Elle arrive à Los Angeles le 26 janvier 2013. 2 jours plus tard, le 28 janvier, elle s'enregistre au Cecil Hotel. Elle se voit attribuer une chambre partagée au 5e étage. Dès les premiers jours, ses colocataires se plaignent de son comportement. Dans les documents judiciaires déposés par la suite, les avocats de l'hôtel le décriront comme étrange. Les circonstances précises de ces incidents ne sont toutefois pas connues. Elisa est alors transférée dans une chambre individuelle. Elle continue de contacter quotidiennement ses parents jusqu'au 31 janvier. Ce jour-là, elle cesse de donner des nouvelles. Mais quelques heures plus tôt, Elisa est encore en vie. Ses derniers déplacements peuvent être retracés avec une relative précision. Et ils marquent le début d'une séquence qui, plus de 10 ans plus tard, continue d'alimenter les interrogations. Le 31 janvier 2013, Elisa Lam doit quitter le Cecil Hotel. C'est la date prévue de son départ vers Santa Cruz, prochaine étape de son voyage. Ce matin-là, elle quitte l'hôtel. Ce que l'on sait de cette journée tient à peu de choses. Le personnel de l'hôtel qui la croise ce matin-là indique qu'elle est seule. Plusieurs personnes rapportent également que dans l'après-midi, des employés l'auraient vue errer dans le hall de l'hôtel. L'une d'elles affirme qu'elle serait entrée dans une zone réservée au personnel avant d'être reconduite. Ces éléments reposent sur des témoignages indirects et doivent donc être considérés avec prudence. En dehors de l'hôtel, en revanche, certains faits sont mieux documentés. Elisa se rend à The Last Bookstore, une librairie indépendante située à quelques centaines de mètres du Cecil, sur Spring Street. Cathy Orphan, la gérante, la voit entrer et passe un moment à discuter avec elle. Ce témoignage change le regard que l'on porte sur cette journée, non pas parce qu'il apporte une révélation spectaculaire, mais précisément parce qu'il n'en apporte aucune. Cathy Orphan décrit une jeune femme souriante, vive et tournée vers les autres. Elle a dit qu'Elisa prenait le temps de choisir des livres et de la musique pour sa famille. Dans sa déposition, Cathy Orphan ajoute « Il semblait évident qu'elle avait l'intention de rentrer chez elle. Elle avait des projets, elle voulait retrouver les siens. » Cathy Orphan sera la dernière personne extérieure à l'hôtel à voir Elisa Lam vivante. Parce que l'image qui fera le tour du monde est celle d'une jeune femme dans un ascenseur, multipliant les gestes étranges dans un couloir vide. Mais quelques heures plus tôt, dans une librairie située à 5 minutes de marche du Cecil, elle choisissait des cadeaux pour sa famille. Ce n'est pas la même image et les deux sont vrais. Le soir du 31 janvier, Elisa regagne le Cecil Hotel. Elle n'en ressortira plus. 2 semaines plus tard, la police rend publique la seule image d'elle que le monde entier va retenir. Le 14 février 2013, la police de Los Angeles publie une vidéo. Elle sollicite l'aide du public pour retrouver Elisa Lam, portée disparue depuis 2 semaines.
La séquence dure environ 4 minutes. Elle provient de la caméra de surveillance d'un ascenseur du Cecil Hotel. Elle a été enregistrée le 31 janvier 2013, le dernier jour où Elisa a donné des nouvelles à sa famille. En quelques heures, ces images vont faire le tour du monde. Elisa entre dans l'ascenseur. Elle appuie sur plusieurs boutons. Les portes ne se referment pas. Elle semble observer quelque chose, ou quelqu'un. Elle revient à l'ascenseur. Elle en ressort. Elle se plaque contre le mur, juste à côté de la porte. Elle sort dans le couloir. Elle regarde à gauche, puis à droite. Ses mains effectuent des gestes inhabituels, les doigts écartés, les mouvements amples, comme si elle s'adressait à une personne située hors du champ de la caméra. Elle jette un dernier regard dans le couloir, puis elle s'éloigne. Quelques instants plus tard, les portes de l'ascenseur se referment. La vidéo est publiée le soir de la Saint-Valentin. En 24 heures, elle est visionnée des millions de fois. Un détail sur la déposition de Tenelle, c'est un enquêteur qui a travaillé sur les caméras de surveillance. Il a déclaré qu'Elisa apparaissait sur d'autres caméras de surveillance de l'hôtel, pas seulement dans l'ascenseur. On la voit accompagnée de 2 hommes qui lui remettent une boîte. Elle monte ensuite vers sa chambre. Les 2 hommes ne réapparaissent plus sur aucune image. L'enquêteur n'a pas développé davantage ce point dans sa déposition. Il ne l'a pas non plus retenu comme une piste active. Les interprétations se multiplient presque immédiatement. Certains y voient le comportement d'une personne sous l'emprise de drogue ou d'alcool. D'autres imaginent la présence d'un agresseur, invisible à l'image. D'autres encore invoquent des explications paranormales. La ressemblance avec certaines scènes du film Darkwater, sorti en 2005, alimente rapidement les comparaisons. Pourtant, plusieurs éléments méritent d'être replacés dans le contexte. Premier point, les portes de l'ascenseur. Elles restent ouvertes pendant un certain temps, inhabituellement long. L'explication la plus probable est qu'Elisa a activé la fonction de maintien des portes ouvertes en appuyant sur un bouton prévu à cet effet. Aucun dysfonctionnement mécanique n'a à ce jour été établi. Deuxième point, le montage de la vidéo. La police de Los Angeles a reconnu que les images avaient été éditées avant leur diffusion. 2 raisons ont été avancées. Masquer le numéro de l'étage visible dans l'ascenseur
et préserver la vie privée d'éventuels résidents apparaissant dans le couloir. Une autre particularité a toutefois été relevée par de nombreux internautes. Plusieurs secondes semblent manquer au milieu de la séquence, créant un saut invisible. La police n'a jamais expliqué pourquoi cette coupure. Ce silence a suffi à alimenter de nombreuses théories. Il faut pourtant distinguer deux choses. Une vidéo éditée pour des raisons administratives n'est pas une vidéo falsifiée. En revanche, l'absence d'explications détaillées sur les choix de montage a laissé un vide dans lequel les spéculations se sont engouffrées. Troisième point, aucun autre individu n'apparaît sur les images. Les couloirs semblent déserts. Cela n'exclut pas la présence de quelqu'un hors du champ de la caméra, mais cela ne permet pas non plus de l'affirmer. Sur le plan clinique, le comportement observé est compatible avec un épisode psychotique associé à un trouble bipolaire de type 1. Dans la série documentaire Netflix publiée en 2021, la psychologue clinicienne Judy O estime que la gestuelle d'Elisa, ses déplacements désorganisés et son rapport à l'espace correspondent aux manifestations connues d'une décompensation maniaque sévère. Cette analyse constitue toutefois une interprétation clinique et non pas un diagnostic établi. Les analyses toxicologiques réalisées par la suite confirmeront l'absence d'alcool et de drogues illicites dans son organisme. Elles montreront en revanche que les concentrations de plusieurs médicaments prescrits étaient nettement inférieures aux doses attendues. Ces résultats sont compatibles avec une prise irrégulière du traitement ou à un arrêt récent de certains médicaments, notamment du Seroquel. Ils ne permettent cependant pas, à eux seuls, de conclure avec certitude à un épisode maniaque. La vidéo de l'ascenseur ne répond à aucune des questions qu'elle a soulevées. Elle les a simplement rendues plus visibles. Revenons maintenant au fil des événements. Elisa disparaît le 31 janvier. Ce qui suit, c'est 19 jours de recherche, d'incertitude et d'une enquête qui semble ne mener nulle part. Le 31 janvier au soir, Elisa Lam cesse de donner de nouvelles. Le 6 février, ses parents signalent officiellement sa disparition à la police de Los Angeles. 6 jours se sont écoulés. Ce délai s'explique en partie par les habitudes de communication durant le voyage. Ses parents pensent d'abord à un problème de réseau ou à un simple retard dans leur échange. La police de Los Angeles ouvre une enquête. La division Robbery Homicide est chargée du dossier. Des enquêteurs inspectent le Cecil Hotel. Des chiens policiers sont déployés dans le bâtiment, y compris sur le toit. Ils ne détectent aucune trace d'Elisa. Pourtant, le toit a bien été fouillé. Or, si les conclusions de l'enquête sont exactes, son corps s'y trouve depuis le 31 janvier. La cuve est fermée, l'eau peut atténuer les odeurs et les conditions météorologiques de l'hiver peuvent également avoir joué un rôle. Ces explications sont avancées par plusieurs spécialistes. Aucun ne permet toutefois de lever définitivement les interrogations. Les enquêteurs interrogent le personnel et les résidents de l'hôtel. Des recherches sont menées dans les rues voisines. Aucune piste concrète n'émerge. Le 14 février, la police diffuse la vidéo de l'ascenseur. Dès le lendemain, elle est visionnée par des millions de personnes à travers le monde. Pendant ce temps, la vie continue au Cecil Hotel. Les résidents utilisent toujours l'eau de l'établissement. Ils se douchent, ils se brossent les dents, ils boivent l'eau du robinet. Peu à peu, plusieurs d'entre eux signalent un goût inhabituel. D'autres évoquent une pression plus faible que d'habitude. Certains remarquent même une couleur étrange. Ces plaintes se multiplient pendant plusieurs jours. Le 19 février, Santiago Lopez, employé de maintenance du Cecil Hotel depuis 2010, monte sur le toit pour inspecter les réservoirs d'eau. Il prend l'ascenseur jusqu'au 15e étage, emprunte ensuite un escalier, puis désactive l'alarme de la porte donnant accès au toit. Sur la plateforme se trouvent 4 grandes cuves d'environ 4000 litres chacune. Lopez grimpe à l'échelle fixée à l'une d'elles et ouvre la trappe d'inspection. À l'intérieur, il aperçoit le corps d'une jeune femme flottant face vers le haut, à une trentaine de centimètres sous la surface de l'eau. Cette jeune femme est Elisa Lam. Cette découverte ouvre immédiatement une série de questions. Comment est-elle arrivée jusque-là? Était-elle seule? Par où est-elle passée?
Le corps d'Elisa Lam est retrouvé nu. Ses vêtements, ceux que l'on voit porter sur la vidéo de l'ascenseur, flottent autour d'elle. Le rapport du coroner les détaille. Un t-shirt Alexander Case India vert, un short noir et un sweatshirt rouge American Apparel. Ils sont recouverts d'un résidu particulier de type sableux. Sa montre et sa clé de chambre se trouvent également dans la cuve. Son téléphone, en revanche, n'a jamais été retrouvé, ni dans la cuve, ni dans sa chambre. Le toit du Cecil Hotel est accessible par 4 voies. 3 escaliers de secours desservis par des portes intérieures, ainsi qu'un escalier reliant le 14e étage. Toutes ces portes sont équipées d'alarmes censées se déclencher lorsqu'elles sont ouvertes sans avoir été désactivées au préalable. Pedro Tovar, le chef ingénieur de l'hôtel, précisera qu'il testait l'alarme régulièrement et qu'elle était en état de marche au moment de la disparition d'Elisa. Santiago Lopez déclarera pour sa part n'avoir aucun souvenir qu'une alarme se soit déclenchée durant le séjour d'Elisa. À sa connaissance, aucun incident de ce type n'a été signalé. Ces 2 déclarations ne se contredisent pas nécessairement. Elles signifient que l'alarme fonctionnait, mais que personne ne se souvient de l'avoir entendue. Les cuves se trouvent sur une plateforme surélevée. Pour les atteindre, il faut gravir une échelle métallique. Pour y pénétrer, il faut ensuite soulever ou ouvrir la trappe située sur leur partie inférieure. Chaque cuve mesure environ 2,40 m de haut, pour un diamètre d'1,20 m. Dans sa déposition, le détective Wallace Tunnell propose une reconstitution des faits. Il a déclaré à l'avocat du Cecil Hotel « Je pense qu'elle est passée par la porte ». Selon lui, Elisa aurait pu traverser un épisode de décompensation lié à une interruption de son traitement. Dans cette hypothèse, elle aurait trouvé le chemin du toit par l'une des portes d'accès et serait entrée dans la cuve, peut-être à la recherche d'un endroit où se cacher, peut-être pour une raison qui demeure inconnue. Tunnell a formulé sa théorie en ces termes. « Mon opinion est qu'elle a arrêté ses médicaments et dans cet état, elle a trouvé un chemin vers le toit et est entrée dans le réservoir. À ce moment-là, je pense que le réservoir était peut-être plein. Mais au fur et à mesure que les gens utilisaient l'eau, le niveau baissait, jusqu'au point où elle ne pouvait plus atteindre la sortie et s'en échapper. Toujours selon cette reconstitution, Elisa aurait retiré ses vêtements une fois dans l'eau, et la noyade serait survenue lorsqu'elle n'aurait plus été capable de maintenir sa tête hors de la surface. Aucun élément matériel ne contredit cette reconstitution. Aucun ne permet non plus de la démontrer dans chacun de ces détails. La question de la trappe demeure l'un des points les plus débattus du dossier. Santiago Lopez affirme que la trappe de la cuve était ouverte lorsqu'il découvre le corps. Était-elle déjà ouverte à l'arrivée d'Elisa? L'a-t-elle ouverte elle-même? Les 2 scénarios sont techniquement envisageables. Les dépositions ne permettent pas de trancher. Le corps est transporté au bureau du médecin légiste du comté de Los Angeles. L'autopsie constitue le premier document officiel chargé de déterminer les causes de la mort. Le 21 février 2013, le bureau des médecins légistes du comté de Los Angeles rend ses premières conclusions. Cause du décès, noyade accidentelle. Facteur significatif, trouble bipolaire. Le rapport complet est publié quelques mois plus tard, en janvier 2013. C'est ce document qui constitue la principale base factuelle des conclusions médico-légales de l'affaire. Le corps d'Elisa Lam présente un état de décomposition modéré. La peau est principalement verdâtre, avec un aspect marbré au niveau de l'abdomen. Par endroits, une séparation des couches superficielles de la peau est observée. Ces constatations sont compatibles avec une immersion prolongée de plusieurs semaines. L'autopsie ne met en évidence aucune lésion traumatique significative. Aucun élément ne suggère une agression sexuelle. Aucune blessure n'évoque un geste volontaire ayant directement provoqué la mort. Les analyses toxicologiques confirment l'absence d'alcool et de drogues illicites. Elles révèlent, en revanche, des concentrations particulièrement faibles de plusieurs médicaments prescrits, Wellbutrin, Lamictal, Seroquel et Effexor, inférieurs au niveau thérapeutique habituellement attendu. Les médicaments retrouvés dans ces effets personnels présentent également un nombre de comprimés restants compatibles avec une prise irrégulière du traitement ou un arrêt récent de certains médicaments dans les jours précédant la disparition.
Un passage du rapport suscite rapidement des interrogations. Les médecins légistes mentionnent la présence de sang et d'un œdème dans la région rectale. Certains commentateurs y voient la possibilité d'une agression sexuelle. Les pathologistes rappellent toutefois que ces constatations peuvent également s'expliquer par les phénomènes de décomposition observés après une immersion prolongée. Au terme de leur examen, ils concluent qu'aucun élément ne permet de retenir l'hypothèse d'une agression sexuelle. Le rapport reconnaît également plusieurs limites inhérentes au dossier. Certaines circonstances ayant conduit à la présence d'Elisa dans la cuve ne peuvent être établies avec certitude par les seules constatations médico-légales. Pour autant, les examens réalisés ne mettent en évidence aucun élément matériel contredisant la conclusion officielle d'une noyade accidentelle. Cette conclusion ne répond pas à toutes les questions. Elle demeure toutefois celle qui s'appuie sur les constatations médico-légales disponibles. L'enquête pénale est close, mais pour la famille d'Elisa Lam, de nombreuses interrogations demeurent. Une nouvelle procédure s'ouvre alors devant la justice civile. Le 19 septembre 2013, les parents d'Elisa Lam déposent une plainte en responsabilité civile contre le Cecil Hotel devant le tribunal supérieur de Los Angeles. Leur argument est simple. L'hôtel avait l'obligation d'assurer la sécurité de ses clients, y compris face aux dangers présents dans le bâtiment, comme les cuves d'eau situées sur le toit. Ils réclament des dommages et intérêts ainsi que le remboursement des frais funéraires. En parallèle, plusieurs résidents du Cecil Hotel engagent eux aussi des poursuites. Pendant 19 jours, ils ont utilisé l'eau du réseau, alimentée par la cuve dans laquelle se trouvait le corps d'Elisa. La défense de l'hôtel repose essentiellement sur une notion juridique. La prévisibilité. En droit de la responsabilité civile américaine, un établissement ne peut être tenu responsable que d'un dommage qu'il pouvait raisonnablement prévoir. L'avocat du Cecil Hotel soutient que personne, ni la direction ni le personnel, ne pouvait anticiper qu'une cliente accéderait au toit, escaladerait la plateforme des cuves, gravirait une échelle, soulèverait un couvercle d'environ 9 kg et entrerait dans un réservoir d'eau. C'est ce raisonnement que le juge Howard Alm retiendra. Dans une décision de 9 pages rendue en décembre 2015, il conclut que la mort d'Elisa Lam constitue un événement juridiquement imprévisible, puisqu'elle s'est produite dans une zone interdite aux clients. Le tribunal révèle également que le Cecil Hotel n'avait connaissance d'aucun incident comparable auparavant. La plainte est donc rejetée. Cette décision ne signifie pas qu'Elisa est tenue pour responsable de sa propre mort. Elle signifie que, dans le cadre du droit de la responsabilité civile, les conditions permettant d'engager la responsabilité de l'hôtel ne sont pas réunies. La procédure apporte toutefois un élément essentiel. Au cours de cette affaire civile, le détective Wallace Tunnell est entendu sous serment. Sa déposition devient publique et permet pour la première fois de connaître la reconstitution des faits qu'il privilégie concernant la nuit du 31 janvier. Sans cette procédure judiciaire, cette déposition n'aurait probablement jamais été rendue publique. Le dossier civil est désormais clos. Le dossier pénal l'est également. Pourtant, plusieurs questions soulevées dès le premier jour de l'enquête restent encore sans réponse. 12 ans après les faits, plusieurs questions demeurent sans réponse. Le premier point, l'accès au toit. Le toit était théoriquement réservé au personnel et protégé par des accès équipés d'alarmes. L'ingénieur de l'hôtel a déclaré tester l'alarme régulièrement et qu'elle était en état de marche au moment de la disparition. Pourtant, personne ne se souvient l'avoir entendu sonner. Et Elisa Lam est parvenue à accéder au toit. Comment exactement cela s'est produit n'a jamais été établi. Il est possible qu'une porte soit restée entrouverte, mais pas que l'alarme était hors service. Aucune de ces hypothèses n'a pu être confirmée publiquement. Deuxième point, les chiens policiers. Les chiens ont inspecté le toit. Ils n'ont détecté aucune trace. Plusieurs explications ont été avancées. La cuve était fermée, l'eau pouvait limiter la diffusion des odeurs, les conditions météorologiques pouvaient également jouer un rôle. Aucune expertise publique n'a toutefois permis de déterminer précisément pourquoi ces recherches sont restées infructueuses.
Troisième point, le téléphone. Le téléphone d'Elisa Lam n'a jamais été retrouvé, ni dans la cuve, ni dans sa chambre, ni ailleurs dans l'hôtel. Son absence demeure inexpliquée. Quatrième point, les médicaments. Les comprimés retrouvés dans ses affaires suggèrent une prise irrégulière de son traitement ou un arrêt récent de certains médicaments. L'interruption du séroquel, associée à la poursuite des antidépresseurs, est connue pour favoriser une décompensation chez certains patients atteints de troubles bipolaires. C'est aujourd'hui l'hypothèse clinique la mieux étayée. Pas une certitude. Cinquième point, les limites du rapport médico-légal. Le rapport conclut à une noyade accidentelle. Il reconnaît également que plusieurs circonstances ayant conduit à la présence d'Elisa dans la cuve ne peuvent être établies à partir des seules constatations médico-légales. Autrement dit, il répond à la cause du décès, pas à toutes les circonstances qui l'ont précédé. Sixième point, la trappe. L'état exact de la trappe au moment où Elisa est entrée dans la cuve n'a jamais été établi. Était-elle déjà ouverte? L'a-t-elle ouverte elle-même? Les deux scénarios restent techniquement envisageables. Aucun document public ne permet aujourd'hui de trancher. Ces zones d'ombre auraient pu rester limitées au dossier judiciaire. Il n'en a rien été. L'affaire Elisa Lam est rapidement devenue un phénomène mondial. L'affaire Elisa Lam a produit quelque chose d'assez rare. Elle a donné naissance à une enquête parallèle menée par des millions d'internautes. Et cette enquête collective a fini par désigner un innocent. Peu après la diffusion de la vidéo, des internautes accusent un musicien de métal, Pablo Vergara, connu sous son nom de scène Morbid. Il avait séjourné au Cecil Hotel plusieurs mois avant la disparition d'Elisa. Ces vidéos mettaient en scène un univers sombre. Son nom apparaît alors dans d'innombrables publications. Le harcèlement devient massif. Des centaines de milliers de messages, des menaces de mort. Pablo Vergara ferme l'ensemble de ses comptes. La police vérifie rapidement cette piste. Elle l'écarte. Aucun élément ne le relie à la mort d'Elisa Lam. Autre exemple, le Tumblr d'Elisa. Après sa disparition, de nouveaux articles continuent d'apparaître. Pour certains internautes, c'est une preuve qu'elle est encore en vie. L'explication est pourtant connue. Tumblr dispose d'une fonction appelée queue qui permet de programmer automatiquement des publications. Elisa avait préparé plusieurs messages avant son voyage. Ils ont simplement continué à être publiés. Internet n'est cependant pas le seul responsable. Les médias traditionnels ont eux aussi contribué à diffuser plusieurs idées inexistantes. Trois reviennent particulièrement souvent. La première, le toit était totalement inaccessible aux clients. Les documents judiciaires montrent pourtant l'existence de plusieurs accès. La deuxième, la trappe aurait été retrouvée fermée. Santiago Lopez déclare au contraire l'avoir découverte ouverte. La troisième, la vidéo de l'ascenseur serait inexplicable. Elle demeure déroutante, mais prise isolément, elle est compatible avec plusieurs explications, dont une décompensation psychiatrique. Aucune de ces trois affirmations ne correspond exactement au document officiel. C'est sans doute l'une des principales leçons de cette affaire. Une vidéo virale ne produit pas de la vérité. Elle produit de l'attention. Et l'attention, lorsqu'elle n'est pas accompagnée de méthode, produit du bruit. L'affaire a également nourri une multitude de théories. Le jeu de l'ascenseur, un prétendu lien avec un test de laboratoire appelé Lam-Elisa, ou encore diverses coïncidences numériques. Aucune ne repose sur des éléments factuels. Pourtant, elles continuent encore aujourd'hui de circuler. Il reste une dernière question. Que peut-on réellement conclure de cette affaire? Si vous appréciez ce type d'enquête, fondée sur les documents, les dépositions et les faits plutôt que sur les théories, vous pouvez nous rejoindre. Un abonnement et une cloche activée sont le meilleur moyen de ne manquer aucune des prochaines enquêtes. 12 ans après les faits, le dossier est officiellement clos. Mais il continue à susciter des interrogations. Ce que l'on sait est relativement clair. Elisa Lam, 21 ans, étudiante canadienne atteinte de troubles bipolaires, disparaît du Cecil Hotel le 31 janvier 2013. Son corps est retrouvé 19 jours plus tard dans une cuve d'eau située sur le toit.
Le médecin légiste conclut à une noyade accidentelle. Le trouble bipolaire est retenu comme un facteur significatif. Les analyses montrent également que plusieurs de ces médicaments étaient présents à des concentrations très inférieures au niveau thérapeutique attendu. Aucun élément ne permet d'établir l'intervention d'un tiers. Mais plusieurs questions demeurent. Comment Elisa est-elle parvenue jusqu'au toit? Pourquoi les chiens policiers n'ont-ils rien détecté? Où se trouve son téléphone? Dans quel état exact se trouvait la trappe lorsqu'elle est entrée dans la cuve? Ces interrogations ne suffisent pas à invalider les conclusions officielles. Elles montrent simplement que toutes les circonstances de cette disparition n'ont jamais pu être entièrement reconstituées. Le détective Wallace Tunnell l'explique lui-même dans sa déposition. Lui et son partenaire ont envisagé l'hypothèse d'une intervention extérieure. Ils n'ont trouvé aucun élément permettant de l'établir. Mais ils n'ont pas non plus été capables de reconstituer avec certitude le chemin exact emprunté par Elisa. C'est probablement la réalité la plus difficile à accepter. Cette affaire ne raconte ni un événement paranormal, ni une conspiration. Elle raconte l'histoire d'une jeune femme vulnérable, confrontée à une maladie complexe, dans un environnement qui n'a jamais permis d'éviter un drame. Depuis décembre 2021, le Cecil Hotel a été transformé en résidence de logements sociaux. En mars 2024, le bâtiment a été mis en vente. Le lieu a changé. L'histoire, elle, demeure. Parce que certaines questions restent ouvertes. Et parce qu'une enquête officiellement terminée n'est pas toujours une enquête qui explique tout. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. À très bientôt pour une prochaine enquête. Ciao.